Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des incohérences de l'industrie du fitness. Et je vais commencer avec la phrase suivante. Fuck les experts. Ok, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on va parler des incohérences de l'industrie du fitness. Ces choses qu'on vous dit, mais qui au final n'ont pas vraiment de sens lorsqu'on pousse sa réflexion un peu plus loin. Et si vous suivez mon travail depuis un moment, eh bien, vous savez que moi, j'aime bien démonter tous les on-dit de l'industrie du fitness et de la santé. J'adore débunker les mythes autour de la nutrition, de l'entraînement, de la santé articulaire. Et à chaque fois que je poste quelque chose qui va à l'encontre de la pensée générale, eh bien, j'ai des gens qui m'envoient un message en me disant oui, mais ça va à l'encontre de ce que cet expert dit, de ce que ce youtubeur qui a un grand following dit. Et du coup, ça me fait rire parce que du coup, je fais ma petite recherche et je regarde ce que ces gens font et à chaque fois, ils utilisent les mêmes termes. Devinez le terme? La biomécanique. On essaie de vous expliquer le bon fonctionnement, donc bon entre guillemets ici selon leurs critères, du corps humain en utilisant des explications biomécaniques. Et ces experts-là adorent vous faire des petits dessins sur des tableaux blancs, avec des angles, avec des calculs, etc. Et en utilisant des termes compliqués, des termes scientifiques complexes. Et du coup, vous dites, waouh, s'il utilise tous ces termes compliqués, tous ces termes complexes, forcément, il sait de quoi il parle et il dit la vérité. Et ça me fait rire. Ne vous faites pas avoir par tous ces termes complexes, ces trucs compliqués, parce que croyez-moi, au final, on peut vous faire gober tout et n'importe quoi. Je suis sûr que ceux qui disent que la Terre est plate pourraient trouver des explications mathématiques très cohérentes. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y en a qui croient que la Terre est plate. Du coup, ce que j'aime pas trop avec leur approche et leur vision de la biomécanique, c'est que ils créent beaucoup de limitations au niveau du corps humain. Okay? Le corps humain n'est pas censé faire ci, ce n'est pas bien pour le corps humain de faire cet exercice, ce n'est pas bien pour le corps humain de se mettre dans cette position, etc. etc. Et ce que j'aime pas trop avec cette approche, c'est qu'ils offrent plus de limitations que d'options. Et mon discours à moi est totalement opposé. Mon but à moi, c'est de vous donner plus d'options que de limitations. Parce que le corps humain a énormément d'options, contrairement à ce qu'on a bien voulu vous faire croire. Et en vrai, vous savez, j'en veux pas vraiment à ces experts. Parce que il faut comprendre un truc, et je le dis à chaque fois, les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. On est tous victimes de nos biais cognitifs, et ces experts sont des êtres humains comme vous et moi, donc il y a toujours une marge d'erreur. Il faut toujours être sceptique face à l'information qu'on vous propose. Il ne faut pas simplement avaler les choses parce que une certaine personne utilise des termes compliqués. Et cette règle s'applique pour moi également. Je ne veux jamais être le gourou de la vérité, je veux simplement apporter de la nuance. Je veux développer votre esprit critique et de cette façon-là, ça vous permettra de mieux naviguer dans cette industrie du fitness et de la santé de manière générale. Donc ces règles s'appliquent pour moi également. Remettez ce que je dis en question et essayez de passer par le même processus de réflexion qu'on va utiliser dans cette vidéo afin de déterminer si ce que je dis ça a du sens ou non. Et ensuite vous pourrez appliquer cette même philosophie pour toutes les informations qui vous sont présentées. Du coup, dans cette vidéo, j'ai choisi certains exemples parmi des milliers que j'aurais pu choisir, bien entendu, pour illustrer ces incohérences entre ce qui est expliqué par ces experts de la biomécanique et ce qui se passe vraiment dans le corps humain. Ce qui est marrant, c'est que j'ai souvent des gens qui viennent m'écrire, ces soi-disant experts ou fans de ces experts, qui me disent « Est-ce que tu as de la recherche pour confirmer ce que tu dis ici ?» Et vous allez comprendre qu'en utilisant ce processus de réflexion, eh bien, on n'a pas besoin d'utiliser de la littérature pour confirmer ce qu'on dit. Il suffit d'utiliser un truc qui est très rare, qui n'est pas très commun, qui s'appelle le sens commun, le putain de sens commun. Si vous utilisez votre sens commun, vous allez voir que vous allez pouvoir débunker un tas de mythes, vous allez pouvoir démonter plein de on-dit et toutes ces fausses règles de la biomécanique expliquées par ces experts. Donc commençons directement. On va commencer avec un premier exercice que les experts de la biomécanique détestent, le side bend. Le side bend, c'est un exercice qui consiste à faire une flexion latérale de la colonne vertébrale. Et les experts de la biomécanique vont vous dire « Eh non, attention, c'est pas bien, ça compresse les disques, c'est pas bien pour la colonne vertébrale de charger la colonne vertébrale comme ça. » Et ce qu'il faut comprendre, et c'est le message vraiment à travers toute cette vidéo, c'est que si ces règles de biomécanique étaient vraies, eh bien elles s'appliqueraient pour tous les êtres humains, car tous les êtres humains répondent de la même façon, répondent aux règles de la physique, par conséquent de la biomécanique de la même façon. Donc si certains êtres humains ne rentrent pas dans ces règles prédéfinies de la biomécanique que ces experts partagent avec vous, eh bien c'est que leurs règles sont complètement fausses. Et c'est ce que je viens illustrer ici. Donc si les side bends sont de mauvais exercices pour la colonne vertébrale, comment on explique la capacité de certains athlètes à faire des human flags, des drapeaux?
les athlètes de calisthenics, les gymnastes, les danseurs et les danseuses de pole dance, comment on explique ça? Ils arrivent à prendre la moitié de leur poids de corps et ils arrivent à faire une flexion de la colonne vertébrale, en monter, descendre, etc. Comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas en chaise roulante? Parce que, attention, les règles de la biomécanique, c'est pas bien. On parle pas d'un petit kettlebell de 16 kg, de 20 kg là. On parle de tout son poids de corps. Comment on explique ça? Je ne comprends pas. Pour le deuxième exemple, j'ai décidé de m'attarder un peu plus sur le côté performance. Et j'ai choisi l'exemple du sprint. Dans le monde du sprint, beaucoup de coachs et experts autour du monde du sprint disent que la plupart des blessures au niveau des ischio-jambiers arrivent parce qu'on fait du overstriding. La technique de course n'est pas bonne. Par conséquent, le pied atterrit devant le centre de masse et au final, on finit par se blesser au niveau des ischio-jambiers. C'est une question de technique, c'est une question de biomécanique. Le pied n'atterrit pas en dessous du centre de masse. Par conséquent, déchirure des ischio-jambiers. Really? Si c'était le cas, comment on explique le fait que beaucoup d'athlètes qui font des triples sauts atterrissent souvent avec leurs pieds en face de leur centre de masse et ils font un bon sprint, une bonne accélération et ils sautent extrêmement haut durant leur triple saut. Donc, il y a énormément de force qui est absorbée par leurs ischio-jambiers. Et comment on explique tous les basketteurs qui vont sauter, qui vont dunker? Pour ceux qui ne connaissent pas un peu les mécaniques de dunk, eh bien, il y a toujours un pied qui atterrit en face du centre de masse et ensuite ça les propulse vers le haut. Et du coup, comment on explique que ces gens-là ne se déchirent pas à chaque fois les ischio-jambiers? Je ne comprends pas. Et ce qu'il faut comprendre à travers cet exemple-là, c'est que au final, cette explication est incomplète ou est fausse. Et c'est un peu le problème de ces règles de biomécanique, ces règles de technique, etc. qu'on essaie de vous donner. C'est que au final, c'est incomplet. Okay? On ne regarde pas vraiment la cause du problème de la bonne des façons. Okay? Ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas parce que le pied est atterri en face du centre de masse, c'est tout simplement dû au manque de capacité au niveau de ces tissus à absorber la charge à un moment donné. Et ça peut être expliqué par plusieurs facteurs, bien entendu. Revenons maintenant du côté musculation. On va parler des levées latérales, les lateral raises. Un sujet que j'aime beaucoup aborder parce que j'ai déjà dédié 2 ou 3 vidéos sur ma chaîne YouTube, il me semble, donc je vous invite à aller checker ça. Vous allez entendre énormément d'experts vous dire qu'il ne faut pas faire de levées latérales sur le côté comme on les fait d'habitude parce que c'est mauvais pour l'épaule. Biomécaniquement, l'épaule ne devrait pas se mettre dans cette position, c'est complètement faux. Et ça me fait rire tout ça. Mais on va donner un exemple concret. Souvent, quand on fait ces levées latérales, on veut viser la partie médiale du deltoïde, donc la partie latérale ici du deltoïde, et on donne souvent cet indice en musculation en disant pense à comme si tu voulais verser de l'eau. Et l'indice derrière tout ça, c'est de dire ok, ramène ton numérus en rotation interne. Du coup, c'est quelque chose qui est très imagé. Parce que si on dit à un pratiquant de musculation, ramène ton épaule en rotation interne, eh bien, cette personne ne va pas comprendre de quoi on parle. Donc en soi, c'est un très bon indice. Et du coup, on dit non, ne faites pas ça, ce n'est pas bien, ça crée des blessures. Biomécaniquement, ce n'est pas bien pour l'épaule. Alors, j'ai déjà expliqué que, en vrai, ça n'a rien à voir avec la biomécanique, avec la capacité du corps humain de manière générale, mais c'est propre à l'individu. Si vous n'avez pas assez de rotation interne au niveau de l'épaule, eh bien entendu, il ne faut pas vous mettre dans une position qui vous mettrait à risque. Mais en soi, le corps humain a la capacité de se mettre dans cette position. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Attends, ce n'est pas bien de ramener son épaule en rotation interne à ce niveau-là, de ramener son épaule en abduction en rotation interne. Mais comment on explique le fait que les gymnastes arrivent à faire des Iron Cross, arrivent à tourner sur des anneaux et se retrouver dans cette position de Iron Cross et tenir cette position avec leurs épaules en rotation interne? Comment ça se fait que ces gens-là ont encore des épaules si biomécaniquement le corps humain n'est pas censé se mettre dans cette position? Je ne comprends pas. Parlons maintenant des squats, les gars. Alors ça, c'est un de mes favoris. On vous dit souvent que les grands ne peuvent pas descendre jusqu'en bas en squat parce que, selon la biomécanique, eh bien, ce n'est pas possible à cause des effets de levier. On vous dit attention, si tu as un fémur long, tu peux pas descendre jusqu'en bas. Si tu as un fémur court, oui, tu peux descendre jusqu'en bas. Tout ça, c'est des conneries. Pour une petite anecdote personnelle, je fais 1m90, 1m90, je descends jusqu'en bas en squat. Et encore une fois, on essaie de vous faire miroiter des trucs, on vous donne des explications très belles, on vous donne des dessins avec
un squelette avec les fémurs longs, l'autre squelette avec les fémurs courts. Et on vous dit, voyez, lui, il peut descendre jusqu'en bas, lui, il peut pas descendre jusqu'en bas. C'est des conneries. Alors, pour vous donner un autre exemple au-delà du mien, il y a plein d'haltérophiles. Faites votre recherche, tapez les plus grands haltérophiles et regardez à quel point ils arrivent à descendre en deep squat. Un des haltérophiles que j'aime bien utiliser dans mes illustrations, c'est Dimitri Klokov. Et Dimitri Klokov, un haltérophile russe qui fait 1m83. Donc, il est relativement grand. Il a des relativement longs fémurs et il arrive à descendre tout en bas en squat. Ok, comment on explique ça? Si les grands ne peuvent pas descendre jusqu'en bas en squat, comment on explique que on a de grandes personnes qui arrivent à descendre tout en bas en squat? C'est la biomécanique, ça? Je ne comprends pas. Et ce qui est assez hallucinant avec cet argument du ratio des fémurs et des tibias, c'est que déjà, d'où c'est sorti? D'où c'est sorti? Qui a déterminé ce ratio? Et qui arrive à mesurer exactement la longueur des fémurs en se disant, attends là, le fémur il fait 53, ouais 53, non c'est chaud, deep squat pour toi c'est chaud parce que 53, si 52, oui tu peux, mais 53, non tu pourras pas faire de deep squat, on est vraiment désolé. Ça me fait rire tout ça. Parlons maintenant posture, un discours que j'aborde depuis des années maintenant, et je suis content de voir que en France, dans la francophonie de manière générale, le discours commence à changer parce que le disque était un peu rayé. Alors ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on vous parle de posture et de comment corriger votre posture à travers des règles de biomécanique, des explications farfelues, tout ça, on vous dit qu'il faut renforcer vos rhoboïdes. Donc on vous dit de faire du tirage. Faites du tirage, ça va renforcer vos rhoboïdes et par conséquent, vous allez vous tenir droit. Ok, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais j'aimerais vous donner des anecdotes ici personnelles. En travaillant avec plusieurs grimpeurs, eh bien, je me suis rendu compte que ces gars-là avaient une posture, ce qui serait défini comme étant une mauvaise posture. Le dos, les épaules arrondies, les épaules vers l'avant, la nuque légèrement vers l'avant. Et je me suis dit, attends, mais comment c'est possible que ces gars-là aient une mauvaise posture? Parce que, hey, je vais vous donner une petite info ici. Je connais aucun athlète qui a des rhomboïdes plus forts qu'un grimpeur. Les grimpeurs ont sûrement les rhomboïdes les plus forts, les plus solides au monde. Comment on explique le fait que ces gens-là ont encore une mauvaise posture? Parce que, hey, soi-disant, à travers les règles de la biomécanique et toutes les explications qu'on nous a données, eh bien, normalement, les rhomboïdes devraient leur permettre de maintenir une belle posture. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Continuons avec la colonne vertébrale. Alors, on vous dit tout le temps dans l'industrie qu'il faut garder sa colonne vertébrale droite, il ne faut pas la fléchir, il ne faut pas faire une extension, il ne faut pas faire une extension des cervicales, ce n'est pas bien pour la nuque de ramener sa nuque vers l'arrière, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus également. Eh bien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On vous a fait croire que votre colonne vertébrale était très fragile. Alors, je suis très content de savoir également que dans la francophonie, ça commence à venir. Les Jefferson Curl, beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, etc. parlent de Jefferson Curl. Très bien. Moi, je fais ça depuis le 2013. J'invite tous les coachs à en apprendre plus sur les exercices, d'où ils viennent. J'ai été initié à l'exercice par le coach Chris Sommer de Gymnastic Bodies. C'est lui qui a rendu l'exercice populaire. Je suis content de savoir que maintenant, finalement, on commence à comprendre en 2022 que ce n'est pas mauvais de fléchir sa colonne vertébrale et que la colonne vertébrale peut s'adapter comme tous les autres tissus. Mais ça reste quand même un mythe parmi tous les praticiens ou beaucoup de praticiens dans l'industrie du sport et de la santé. Il ne faut pas fléchir sa colonne vertébrale. Et ça n'a aucun sens. On vous a fait croire qu'elle était fragile. Mais quand on regarde les athlètes de sport de combat, les pratiquants de jiu-jitsu brésilien, la colonne vertébrale est constamment pliée, d'accord? Elle va dans tous les sens, on se plie dans tous les sens et c'est comme ça qu'on arrive à performer. Lorsqu'on parle d'extension de la nuque, de la colonne vertébrale, ou simplement de prendre une charge lorsqu'on arrondit, regardez les combattants de MMA, les lutteurs, lorsqu'ils font un suplex, on commence avec le dos bien arrondi, donc ici déjà toute la charge qui va être placée sur le dos bien arrondi, et on finit avec une extension complète de la colonne vertébrale. Certains roulent sur leur nuque, beaucoup de boxeurs, de combattants entraînent leur nuque et font une extension de la nuque pour entraîner cette dernière, parce que, devinez quoi, ça ne va pas à l'encontre des règles de la biomécanique. La nuque, les tissus de la nuque, de la colonne vertébrale, tous les tissus s'adaptent exactement de la même façon. Et ils l'ont bien compris d'un point de vue empirique, ils n'ont pas attendu de se dire « Mais est-ce qu'il y a une étude scientifique qui dit qu'on ne peut pas ramener sa nuque vers l'arrière ?» Non, les anecdotes, ok? Donc rappelez-vous de ça, ne vous faites pas avoir. Ça n'a
aucun sens. Dernier sujet pour aujourd'hui, parlons amplitude de mouvement. Là également, c'est quelque chose qui me fait très rire. Les incohérences qu'il y a, c'est hallucinant. On va vous dire pour les squats, il faut descendre jusqu'en bas. Pour le squat, c'est la meilleure façon de maximiser son amplitude de mouvement, de devenir plus fort, etc., développer du muscle, etc. Mais attention, pour le développé couché, il ne faut pas descendre jusqu'en bas, il ne faut pas toucher son torse parce que ce n'est pas bien, biomécaniquement parlant, ce n'est pas bien. On va vous parler des effets de levier, je sais pas quoi. Des conneries. Un autre exemple avec le développé couché. On va vous dire, hey, pour le développé couché, il ne faut pas verrouiller ses coudes en haut. Mais attention, lorsqu'on voit les gymnastes sur les anneaux qui font des planches, là, ils ont les coudes verrouillés. Lorsqu'on regarde les haltérophiles qui font des clean and jerk, ils ont les coudes verrouillés avec 100 et quelques kilos sur leur tête. Attendez. Je ne comprends pas. Ok les gars, donc faisons une petite conclusion. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous pousser à utiliser ce processus de réflexion lorsqu'on vous présente de nouvelles informations. Alors attention à ne pas mal interpréter ce que j'ai dit ici. Je ne dis pas qu'il faut aller directement charger sa colonne vertébrale lorsqu'on est arrondi, qu'il faut se mettre dans ces positions qui peut-être ne sont pas adéquates pour nous. Ce que je cherche à dire ici, c'est que on a créé ces règles qui vous donnent des limitations qui n'ont aucun sens. Okay? Des règles qui sont basées sur de la biomécanique qui devraient s'appliquer sur tous les êtres humains, mais comme on vient de l'illustrer ici, elles ne s'appliquent pas sur tous les êtres humains. Par conséquent, ces règles sont complètement fausses. Donc il faut regarder le tout à un niveau individuel. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai la capacité de me mettre dans cette position, d'utiliser ce que je veux utiliser ici? Oui, très bien, je peux l'utiliser, ça ne va pas à l'encontre des règles de la biomécanique. Sinon, eh bien, je dois simplement trouver une alternative et je dois développer ces capacités à me mettre dans ces positions. Mais en aucun cas, ce n'est une fatalité qui est liée à l'être humain. Pour encore plus d'anecdotes personnelles, on m'a toujours dit que à cause du positionnement de mon bassin, de mes hanches, etc., je ne pouvais pas faire les grands écarts. Or, je fais tous les grands écarts, facial, latéral. On m'a dit également que mes douleurs au dos étaient génétiques, parce que c'était dans la famille de mon père, etc. Or, je n'ai aucune douleur au dos. J'arrive à faire des backbends, le pont. J'arrive à faire des Jefferson curls avec plus d'une fois mon poids de corps. Donc, vous voyez que tout ça, ça n'a aucun sens. Et je vous invite tout simplement à utiliser votre esprit critique parce que c'est l'outil le plus important que vous allez avoir pour naviguer dans ce monde d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la, laissez un commentaire, un petit like et nous on se parle très bientôt. Peace.